Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping se trouve à Pretoria en visite d'État en Afrique du Sud. Il s'agit de la seconde visite de Xi dans la nation arc-en-ciel en tant que président chinois. Lors de leur entretien après la cérémonie d'accueil, les présidents Xi et Zuma ont discuté des moyens d'améliorer le partenariat stratégique global entre les deux économies émergentes. Les deux dirigeants ont participé à la signature d'une série d'accords de coopération ayant trait à l'économie, la culture et la technologie. Une grande cérémonie d'accueil avec 21 tirs de canon à l'Union Buildings. Le président chinois Xi Jinping a été chaleureusement accueilli par son homologue sud-africain Jacob Zuma. Au cours de leur discussion, les deux dirigeants d'État ont convenu d'élever les liens bilatéraux en mettant totalement en place le plan stratégique de coopération sur 5 et 10 ans. Soulignant la coopération bilatérale progressive entre les deux pays, Zuma a salué davantage d'investissements venant de Chine. Il a espéré que les deux parties pourront créer davantage de liens entre des secteurs tels que les échanges humains, la technologie, l'énergie, les produits marins, l'aviation commerciale et le financement. Lors de nos discussions aujourd'hui, le président Xi et moi-même avons fait part de notre satisfaction quant au progrès que nous avons accompli avec la mise en place de projets identifiés. Le président Xi s'est fait l'écho de ce sentiment, déclarant que le partenariat stratégique compréhensif entre la Chine et l'Afrique du Sud avait connu un bel élan avec une confiance politique améliorée et des coopérations pragmatiques accrues dans plusieurs secteurs. Il déclare que cela a apporté des bénéfices tangibles aux deux peuples. Nous partageons la vision que les deux parties doivent continuer à avoir et promouvoir les relations sino-africaines à partir de perspectives stratégiques à long terme. Nous devons maintenir des échanges étroits de haut niveau, renforcer le partage de l'expérience de gouvernance de même que sur les questions d'inquiétude majeures et étendre la compréhension et le support mutuel. Après Pretoria, Xi se rendra à Johannesburg participer à un forum du sommet de la coopération Chine-Afrique du Sud, ayant pour thème Afrique-Chine, avancer ensemble, une coopération gagnant-gagnant pour le développement commun. La Chine et l'Afrique du Sud ont signé 26 accords commerciaux et d'investissement. Reportage. Le président chinois Xi Jinping, qui s'est rendu à Johannesburg en Afrique du Sud pour participer au sommet du Forum sino-africain de coopération, et son hôte, le président sud-africain Jacob Zuma, avait été témoin de la signature des accords il y a près d'une heure. Les accords se réaliseront en 10 ans selon un plan stratégique dans les domaines du développement des infrastructures, des zones économiques spéciales, d'augmentation de la capacité de production, de l'énergie renouvelable et du développement des ressources humaines et de l'agriculture. 2015 areas of cooperation are the following. Les domaines de la coopération 2015 sont les suivants: l'établissement des industries, l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique du Sud, le renforcement de la coopération de la zone économique sociale, le renforcement de la coopération maritime, le développement des ressources humaines et la coopération financière. Cooperation and financial cooperation. À l'instant, le président Zuma et moi venons d'avoir des discussions fructueuses. Nous avons été témoins de la signature d'une série de nouveaux et d'importants accords avec d'importantes préoccupations pour renforcer le partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique du Sud selon ces nouvelles circonstances. L'Afrique du Sud s'apprête à accueillir les dirigeants africains et plusieurs délégations chinoises. Analysons un instant la bourse de Johannesburg et explorons les opportunités qui s'offrent aux compagnies chinoises d'être cotées sur la plus grande bourse des valeurs en Afrique. Les délégations commencent à arriver sur place. Une délégation de la bourse de Johannesburg revient d'une visite d'affaires à Beijing, Shanghai et Hong Kong. Nous nous sommes entretenus avec plusieurs compagnies chinoises qui sont installées non seulement en Afrique du Sud, mais surtout le continent. Ils sont intéressés pour sortir du portefeuille d'actifs où ils ont fait des placements privés ou bien de réunir des capitaux en vue de procéder à des acquisitions. Cela fait déjà de nombreuses années que plusieurs compagnies chinoises et filiales détenues par l'État chinois opèrent sur le continent et plusieurs sont prêtes à passer à l'étape suivante de leur développement.
Les filiales et compagnies affiliées ont connu une croissance sur le continent. Elles cherchent maintenant à effectuer des transactions en tant que mécanisme pour mobiliser des capitaux ou monétiser des investissements existants. Comme la majorité des investisseurs, les investisseurs chinois sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement. Le secteur des ressources sud-africains semble susciter de l'intérêt. Ils ont pensé qu'ils pouvaient échapper à ce faible cycle des matières premières avec d'autres activités, en attendant que le cycle reprenne. Ils ont pensé qu'investir dans certains de nos secteurs de ressources, ils en auraient pour leur argent. Cependant, cette année a enregistré sa plus mauvaise performance. Les filiales détenues par l'État chinois qui opèrent en Afrique n'ont pas transformé leur marché de capitaux en financement, vu que les sociétés mères détiennent déjà des capitaux importants. Je crois que l'on pourrait faire davantage en termes de placement en titres, de revenus fixes et de circulation de nos devises étrangères. Et je pense qu'il y a du potentiel. Un salon de la machinerie et de l'équipement ouvrira ses portes à Johannesburg en marge du Forum de coopération Chine-Afrique. Les organisateurs espèrent que ce rendez-vous permettra aux pays africains de mieux connaître les marques et les produits chinois. Il s'agira du premier salon consacré aux équipements industriels lors du forum. Pas moins de 2800 mètres carrés sont d'ailleurs alloués aux marques chinoises, une chance pour les pays d'Afrique de mieux connaître les produits fabriqués en Chine. Plusieurs dizaines de dirigeants africains ont fait connaître leur souhait de se rendre à cette exposition. C'est une première historique. Les entreprises sont enthousiastes et comptent bien présenter le meilleur de leurs produits aux pays africains. Des délégations composées de plus de 30 entreprises chinoises sont arrivées en Afrique du Sud. Elles exercent dans les télécommunications, le transport et le secteur chimique. Nombreuses sont celles qui investissent depuis longtemps dans la région et qui ont développé une bonne approche du marché local. Les produits chinois correspondent au développement de l'Afrique et répondent à la demande de ces pays. Ils ne sont peut-être pas les plus avancés, mais sont les mieux adaptés. Je pense que cela démontre notre notion de coopération sincère. Depuis ces 6 dernières années, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. Les liens étroits dans les domaines du commerce et de l'investissement ont contribué à la naissance de ce salon. Les investissements chinois réalisés en Afrique se sont également accrus de 30% en glissement annuel. La plupart des capitaux chinois proviennent de l'industrie, des entrepreneurs dans l'exportation et de la construction d'infrastructures. Alors qu'aujourd'hui les pays d'Afrique cherchent à moderniser leur secteur industriel, les entreprises chinoises se tiennent prêtes à apporter un nouveau souffle à la future croissance. Le sommet Chine-Afrique doit s'ouvrir vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud. Le sommet de cette année marque le 15e anniversaire de l'établissement du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est aussi la première fois que le sommet est organisé en Afrique. Des représentants africains en Chine se rappellent des grands accomplissements faits dans le passé et affirment qu'ils s'attendent à ce que le sommet de cette année crée une plateforme pour favoriser plus de coopération dans l'avenir. 15 années se sont écoulées. Les Africains disent que leur collaboration avec la Chine a donné de grands résultats. Et ils en attendent encore plus durant ce sommet. Vous savez, le bilan est très facile à faire. Il suffit de voir les grands agrégats. Entre 2000 et 2015, en 15 années, le nombre de projets, le montant des investissements, le nombre de cadres africains qui ont été formés en Chine, le nombre d'opérateurs économiques, mais aussi dans le domaine de la santé qui opèrent en Afrique. Je crois que le bilan est largement positif. L'ambassadeur estime que plusieurs autres secteurs pourraient bénéficier de plus de collaboration. Indéniablement dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des pêches, dans le domaine de l'environnement. C'est une question globale importante. La Chine est largement impliquée dans ce domaine. On le voit tous les jours en Chine. Nous sommes à la veille de la grande conférence, la COP21 à Paris. Et le Maroc a un rôle particulier puisque c'est lui qui va accueillir la COP22. Les ambassadeurs africains disent attendre beaucoup de ce sommet, le premier à être organisé en Afrique. D'abord, c'est un sentiment de fierté en tant qu'Africain, que ce soit un de nos pays qui reçoive cela, ce sommet. En témoigne
la présence déjà signalée de plus de 40 chefs d'État qui seront donc présents, on s'est dit tout l'intérêt que suscite aujourd'hui ce sommet. La délégation ivoirienne sera conduite par le président de la République, avec le ministre d'État et le ministre de l'Intégration africaine. Nos attentes sont énormes. Nos attentes sont énormes par rapport à ce sommet parce que je vous disais tout à l'heure que le président Ouattara a entamé son deuxième mandat. La Côte d'Ivoire est le seul pays du genre sur le continent africain. Plusieurs autres espèrent développer leur économie et améliorer la qualité de vie de leurs citoyens en coopérant davantage avec la deuxième économie du monde. Le 20 février 1961, la République du Congo, depuis devenue République démocratique du Congo, et la République populaire de Chine nouaient officiellement des relations diplomatiques. Cette reconnaissance mutuelle a rapidement donné naissance à une relation fructueuse, placée sous l'égide des bénéfices mutuels. Écoutons tout de suite le témoignage d'un des acteurs de cette reconnaissance qui revient sur les débuts de la coopération sino-congolaise. Vous savez, j'ai eu la chance de vivre cette expérience de la coopération, déjà dans les négociations. Quand nous avons négocié, on voyait l'intérêt des deux parties. C'était dans le domaine qui intéressait les populations. J'ai obtenu, par exemple, l'arrivée des médecins chinois. J'ai obtenu, dans le cadre de la coopération agricole, on a ouvert des missions agricoles à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbandaka, et on a vu comment travaillaient les coopérants chinois par rapport aux coopérants occidentaux. C'était un monde différent. Les Occidentaux, quand ils viennent, ils vivent en vase clos pour eux. Pour eux, ce qu'ils demandent, c'est des choses impossibles. Et on a vu des gens qu'on ne connaissait pas, qui viennent, qui travaillent avec la population, qui parlent facilement la langue locale en quelques mois. Mais au-delà de cela, c'est d'abord le type de coopération. C'est une coopération où tout le monde trouve son compte. La Chine trouve son compte, le pays concerné, surtout les pays africains, trouvent leur compte. Ce n'est pas, comme on disait à l'époque, j'avais déjà dit, la coopération occidentale, c'était comme le mariage entre le cheval et le cavalier. Le cavalier est toujours au-dessus du cheval. Tandis que là, c'est un mariage gagnant-gagnant, comme on le dit en Chine. Et là, vraiment, c'est une coopération modèle que nous avons pu établir avec la Chine. Et l'on revient à présent sur la mortelle fusillade qui s'est produite dans l'État de Californie aux États-Unis. Une attaque au centre de services sociaux de San Bernardino avec 14 victimes et 17 autres blessés. La police a confirmé avoir tué les 2 suspects lors des échanges de tirs qui ont suivi. Ils ont été identifiés comme étant Sief Harouk, 28 ans, et Tashfin Malik, 27 ans. Les deux auraient été mariés ou en concubinage. Le chef de la police de San Bernardino, Jarod Bourgoin, a déclaré que Farouk était un employé du comté né aux États-Unis qui avait participé à une fête de vacances au centre régional Inland avant d'ouvrir le feu lors de la célébration. Le chef de la police a indiqué que Farouk et Malik semblaient être les 2 seuls tireurs impliqués. La police travaille sur de multiples scènes de crime pour cette enquête, dont une maison dans le voisinage de Redlands qui serait connectée aux assaillants. La motivation de l'attaque demeure inconnue. Mais la police n'a pas exclu la possibilité d'une attaque terroriste. Selon une étude réalisée par un institut privé, l'activité du secteur tertiaire chinois a ralenti sur le mois de novembre du fait d'une baisse du nombre de commandes. L'indice des directeurs d'achat Caixin Market a chuté à 51,2 en novembre, alors qu'en octobre, il atteignait pour le 3e mois consécutif les 52%. Un indice au-dessus de 50 signifie une croissance de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un nombre inférieur indique une contraction économique. Les analystes expliquent que le développement du secteur des services qui intervient au moment où l'activité du secteur manufacturier est en déclin est le signe d'une amélioration de la structure économique du pays. Ils préconisent des mesures fiscales et monétaires coordonnées et recommandent d'éviter une intervention massive. L'inclusion du renminbi dans les DTS est une bonne nouvelle pour les exportateurs chinois, car il devrait augmenter l'utilisation du yuan comme monnaie de règlement.
ce qui va donc diminuer les risques des exportateurs. Reportage. Dans le sud de la Chine, Shenzhen est l'un des centres mondiaux de fabrication de drones civils. Astar Technologies est un fabricant de drones qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'export. Mais sa marge bénéficiaire est parfois grignotée par les variations de taux de change. Prenons ce drone par exemple. Notre marge brute est d'environ 12 points et nous devons le livrer sous 45 jours. Si le yuan augmente contre le dollar de 5 points durant cette période, nous perdons 5 points de profit. Cela signifie zéro bénéfice net pour notre société. La Chine est actuellement le premier pays au monde en termes de commerce international, mais la plupart de ses transactions sont libellées en dollars. La marge des exportateurs chinois est mince et la fluctuation des taux de change s'y répercute directement. C'est pourquoi la plupart des entreprises de Shenzhen sont ravies de l'inclusion du renminbi dans le panier de devises du FMI. L'instabilité des taux de change pesait fortement sur nos bénéfices et notre budget, et cela nous a rendus indécis quand il a fallu investir dans des marchés étrangers. Et d'ajouter que l'inclusion du yuan permettra de réduire les risques à l'export et facilitera les investissements à l'étranger. Par contre, cela une fois seulement que le renminbi sera utilisé à une plus grande échelle dans les transactions internationales. Le nord-est de la Chine compte en grande partie sur le chauffage au charbon pour combattre le froid de l'hiver. Au début novembre, pendant que les maisons commencent à utiliser du chauffage, la qualité de l'air a atteint des niveaux extrêmement dangereux à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning. Mais est-ce que trouver une alternative au système qui existe depuis plus de 50 ans est possible? La réponse dans ce reportage. Avec l'hiver qui est déjà bien installé, les habitants du nord-est de la Chine rentrent dans leur maison bien chaude après une longue journée de travail. Ce niveau de confort est possible grâce à un système de chauffage au charbon. Mais cela veut aussi dire qu'il faut inhaler de l'air toxique lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Chaque année pendant l'hiver, les gens du nord-est du pays utilisent leur système de chauffage alimenté au charbon. Les villes sont souvent complètement enveloppées par le smog. Mais existe-t-il une alternative au charbon? Et si c'est le cas, est-ce que cela est viable économiquement? Voici un immeuble résidentiel typique dans le nord-est de la Chine. La chaleur provient d'une chaudière alimentée au charbon. Plus la maison est chaude, plus il y a de particules polluantes dans l'air. L'utilisation de l'électricité est une solution. Un groupe d'écologistes à Shenyang a remplacé la vieille chaudière à cette station. L'investissement initial qui ne compte pas les coûts d'entretien, l'usure et le remplacement de l'équipement s'élève à environ 200 yuan par mètre carré par ménage. Un mois après le début du projet, les données montrent que la qualité de l'air de la zone s'est améliorée de façon importante. Même si 200 yuan ou 31 $ américains ne semblent pas être une grosse somme, essayez de multiplier par 270 millions de mètres carrés le total de la superficie occupée par les ménages de Shenyang. Si on remplace le charbon par l'électricité, les gens vont devoir payer 2 fois plus cher qu'à l'heure actuelle. Et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Wang Qinglin est conseiller provincial et a soumis plusieurs propositions en lien avec ce projet. Les factures d'électricité des stations de chauffage rendent plus difficile la promotion du projet. Si un prix préférentiel pour l'électricité peut être accordé par les autorités au niveau national, le projet sera beaucoup plus intéressant. Pour une région comme le Nord-Est dont l'économie traverse une période difficile, la question reste de savoir comment les gens peuvent se garder au chaud sans avoir à vivre en permanence dans un épais brouillard toxique. La Chine a ouvert lundi son premier centre culturel de Dar es Salaam en Tanzanie. C'est également le premier centre culturel chinois de la région de l'extrême sud-est africain. L'ex-premier ministre tanzanien Mizengo Pinda et le secrétaire permanent du ministère tanzanien de la Culture, Gabriel Sinimbo, ont inauguré le centre culturel situé dans le centre-ville de la plus grande ville du pays. Lors de la cérémonie, Mizengo Pinda a salué les relations sino-tanzaniennes. L'amitié qui unit les deux nations date des années 60, époque de l'établissement des relations diplomatiques. Pendant cette inauguration, étudiants de Tanzanie et responsables venus de Chine ont souhaité que le centre facilite les échanges culturels entre les deux pays.
Depuis que je suis enfant, j'aime la langue chinoise. J'ai aussi étudié le génie logiciel. Je veux aller à l'étranger. C'est pour moi une chance d'apprendre. La culture est un aspect important dans les relations bilatérales. Les Africains sont intéressés par la splendeur de la civilisation chinoise. Le Centre culturel propose plusieurs activités. Elles sont destinées à présenter la culture et l'histoire chinoise aux Tanzaniens. On souhaite qu'à travers celle-ci, on puisse aider les Tanzaniens à mieux comprendre la Chine. C'est aussi utile pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux pays. Complété en 2011 grâce à l'aide de la Chine, le Grand Théâtre National de Dakar au Sénégal serait le plus grand du continent africain. Reportage. Hamidou Sawadogo travaille comme technicien au Grand Théâtre National. Né au Burkina Faso, il est arrivé à Dakar, la capitale du Sénégal, en 2007, pour trouver le moyen de continuer ses études. Mais il s'est rapidement retrouvé à la rue. C'est alors qu'il a entendu que le théâtre cherchait de la main-d'œuvre. Il a décidé de tenter sa chance et a obtenu un emploi. Son ardeur au travail lui a valu les faveurs des sponsors chinois du théâtre qui lui ont permis d'en apprendre plus sur le fonctionnement de l'édifice. Et, cerise sur le gâteau, le théâtre lui a fourni un logement. Déjà, je suis né dans une famille pauvre, qui n'a pas de moyens. C'est pour ça que je suis parti à l'école très loin. Et un bon matin, je tombe devant les Chinois, on m'apprend tout, on me donne tout. Et c'est eux qui sont déplacés pour aller me mettre en relation avec l'État sénégalais. Conçu pour pouvoir accueillir 1800 personnes, le théâtre attire à chacune de ses représentations plus de 2000 spectateurs. Il est devenu une référence culturelle au Sénégal et il contribue au rayonnement de son secteur touristique. Il y a un bilan positif parce que je pense que dans l'année on a une cinquantaine, soixantaine de spectacles. Il y a aussi une dizaine de spectacles internationaux qu'on a pu faire pendant les 3 ans que je suis à la tête du Grand Théâtre. Donc moi je dirais que c'est un bilan positif. Jusqu'au mois de mai ou juin, il y a même plus de place. La construction du théâtre a débuté en 2008 pour s'achever 3 ans plus tard. Il fait également office de cinéma et de centre de conférences. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.